Il existe des gestes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui coûtent cher. Cédez votre opinion pour éviter un conflit, gardez le silence sur ce qui vous dérange par peur de gêner, vous laissez entraîner par l'urgence de vous intégrer ou, pire encore, mendier de l'attention de ceux qui ne vous respectent pas. Ce n'est pas une faiblesse occasionnelle, c'est une fracture dans le caractère qui, si vous la normalisez, vous enchaîne à une vie de dépendance et de ressentiment. Personne ne vous rendra la dignité que vous offrez, et il n'existe pas de récompense pour celui qui se sacrifie le plus pour être accepté. Il est inconfortable de l'admettre, mais souvent, le seul ennemi qui vous enlève le contrôle de votre vie, c'est vous-même, par peur de rester seul ou de vous sentir invisible. Le stoïcisme n'est pas une recette pour devenir froid, mais c'est un entraînement brutal pour couper à la racine la soumission, l'auto-tromperie et l'épuisement à chercher l'approbation. La tranquillité et le respect de soi ne se négocient pas, ils se défendent comme une limite inébranlable. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous devez vous le rappeler chaque jour et agir en conséquence. La vie n'attend pas ceux qui suppliquent, elle attend de la fermeté, de la clarté et la capacité de partir quand c'est nécessaire. Si vous voulez cesser d'être manipulé ou utilisé, commencez par ne pas vous trahir vous-même. Ce que vous tolérez aujourd'hui est le prix que vous paierez demain. Il est temps de reprendre le contrôle. Pas un pas en arrière en dignité, pas une goutte d'énergie pour ceux qui ne vous valorisent pas. 1. Préserve ta dignité face à tout. Si tu remets ta dignité entre les mains des autres, tu perds tout. C'est aussi simple que cela. Peu importe combien de justifications tu inventes, ni à quel point tes arguments internes sont convaincants pour excuser chaque fois que tu te humilies pour obtenir de l'attention, pour des miettes de respect ou pour ne pas être seul. Chaque fois que tu choisis de te taire face à un manque de respect, chaque fois que tu t'adaptes au confort des autres, au détriment de ta propre vérité, tu te vends à bas prix. Ce ne sont pas les autres qui te rabaissent, c'est toi qui baisses ton prix. La dignité n'est pas un prix que te donnent ceux qui t'acceptent. C'est la base sur laquelle tout ce que tu es se construit. La perdre, c'est permettre à n'importe quel vent extérieur de contrôler ta direction, te livrant à la dérive de la validation et de la manipulation. Tu dois cesser de te faire petit pour t'adapter à des moules étrangers. Il y a ceux qui chercheront toujours à profiter du faible, de celui qui doute, de celui qui est prêt à négocier sa paix pour de la compagnie, ou son respect pour de l'acceptation. Si tu te reconnais dans cette attitude, ne te trompe pas. Ce qui te manque, ce ne sont pas des opportunités. Ce qui te manque, c'est une limite. Être aimable n'est pas la même chose qu'être soumis. Et tolérer l'intolérable n'est pas de la maturité, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. Chaque fois que tu refuses de mettre un terme, chaque fois que tu te justifies en pensant que ça vaut la peine de supporter, tu hypothèques ta valeur. La dignité est le filtre qui sépare ce que tu mérites de ce que tu acceptes seulement par peur. Si tu ne mets pas de limite, ta vie se remplit d'envahisseurs. Personne ne défendra tes frontières si tu ne le fais pas d'abord. Tu ne peux pas continuer à attendre que les autres changent ou te valorisent si tu ne te respectes pas toi-même. La dépendance à l'approbation des autres est une chaîne invisible. Elle t'attache à la médiocrité et à l'auto-illusion. Combien de temps vas-tu encore investir à convaincre ceux qui ne veulent pas voir ta valeur? Le respect de soi ne se négocie pas. Il s'exige par des actions. Si tu dois mendier de l'attention, tu as déjà perdu. Si tu dois forcer l'admiration, tu es déjà vidé de l'intérieur. Arrête de mendier ce que tu peux te donner toi-même. Ta dignité n'est pas une monnaie d'échange pour acheter des likes, de la compagnie ou des compliments bon marché. Se maîtriser soi-même est la seule garantie contre la manipulation. Si tu réagis impulsivement à chaque provocation, tu deviens prévisible, manipulable, insignifiant. L'autocontrôle n'est ni froideur ni résignation, c'est la discipline de prioriser l'essentiel. Ne sacrifie pas ton intégrité pour une gratification immédiate. Chaque fois que tu le fais, tu deviens esclave de tes impulsions et du désir d'acceptation. L'indépendance réelle n'est pas de l'arrogance, c'est de la force.
Supporter la solitude avec dignité sera toujours préférable à t'entourer de relations toxiques ou vides au nom d'un faux sentiment d'appartenance. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Celui qui vit en essayant de se valider auprès des autres s'épuise, se fragmente, devient un acteur de sa propre existence. La vraie valeur s'affirme dans le silence, dans la cohérence, dans la constance. Ta dignité est ton bouclier, pas ton déguisement. Si tu comprends cela, il y a une phrase que tu ne dois jamais oublier. Ne mets jamais ta dignité entre les mains des autres. Et une autre, l'autocontrôle est la meilleure défense contre la manipulation. La dignité n'est pas négociable. Si tu ne la protèges pas, personne d'autre ne le fera. 2. Ne remets pas ta valeur en jeu pour obtenir de l'approbation. Tu es assis devant ton téléphone, tu vois que la conversation s'essouffle et le dernier message est resté sans réponse. Tu ressens le besoin d'écrire quelque chose de plus, d'ajouter un emoji, de chercher une excuse pour réapparaître. Ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est cette pression sourde qui t'oblige à rester présent, même si de l'autre côté, tu ne reçois que de l'indifférence ou des réponses courtes. L'impulsion de continuer à investir, de chercher la réaction, se déguise en intérêt sincère, mais au fond, c'est la peur de disparaître du radar de quelqu'un d'autre. C'est là que tu commences à négocier avec toi-même. Tu te convaincs que la persistance est une vertu, que céder un peu plus n'a pas d'importance, qu'il vaut mieux sacrifier de petites parties de ta fierté plutôt que de ressentir le vide du désaccord. Mais la vérité est plus crue. Chaque fois que tu cèdes sur l'essentiel, tu ne deviens pas seulement plus invisible aux yeux de l'autre, tu deviens aussi plus opaque à toi-même. Le mécanisme est presque automatique. Tu as appris, peut-être depuis l'enfance, que l'acceptation avait ses récompenses et que le rejet faisait mal, comme une plaie ouverte. Ainsi, tu as développé une sorte de radar pour capter les signaux d'approbation. Et quand tu ne les reçois pas, ton esprit se précipite pour combler ce vide à tout prix. Tu t'adaptes, tu t'édites, tu baisses le ton de ta voix, tu doutes de tes propres opinions, tout cela pour t'intégrer dans une narration qui n'est même pas la tienne. Tu appelles cela de l'empathie, tu le déguises en flexibilité, mais au fond, tu sens comment le poids de ta valeur se réduit chaque fois que tu privilégies l'intégration à l'authenticité. C'est une dette émotionnelle qui ne se solde jamais, car la validation des autres est un paiement qui arrive toujours en retard et qui n'est jamais suffisant. Tu te rends compte qu'il y a des jours où tu te lèves déjà en te demandant ce que les autres attendent de toi. Tes amis, ton partenaire, ton patron, même des inconnus sur les réseaux sociaux. Tu t'entraînes à lire les gestes, à deviner les intentions, à te modeler selon ce que tu crois être bien reçu. L'esprit devient un filtre qui déforme la réalité. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que tu crois qu'elles devraient être pour plaire, pour appartenir, pour ne pas être mis de côté. Et ainsi, peu à peu, tu cesses de t'écouter. Le conflit interne apparaît lorsque ton instinct te crie que tu ne devrais pas accepter certaines attitudes, mais ta peur de perdre l'approbation t'oblige à sourire, à te taire, à continuer d'investir dans des relations ou des situations qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Cet entraînement constant à chercher l'approbation des autres est une fracture dans le caractère. Il affaiblit la volonté, oxyde la confiance et te rend otage des attentes externes. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de traverser la vie sans se soucier de rien ni de personne. Le problème est que, si tu remets ta valeur sur la balance des autres, tu finis par vivre dans une dette perpétuelle, toujours en attente d'une validation qui ne consolide jamais ton estime de soi. La clé est d'identifier le moment exact où tu commences à céder juste pour recevoir de l'approbation. C'est là que tu dois t'arrêter, non par fierté vide, mais par un profond respect pour ton essence. Tu n'es pas le résultat des gestes des autres. Ta valeur ne dépend pas de si l'on t'applaudit ou de si l'on t'ignore. La véritable sécurité est de faire ce qui est juste, même si personne ne regarde. Ne vends pas ta dignité pour une tape dans le dos. L'approbation que l'on mendie est toujours une défaite interne. Alors,
Tiens-toi ferme sur ce que tu es. Priorise la cohérence avant la sympathie, le respect de soi avant la gratification instantanée de te sentir accepté. Si tu dois déguiser ton essence pour appartenir, le prix est trop élevé. Personne ne peut te donner la valeur que tu te refuses. Ne change pas ton authenticité pour un applaudissement éphémère. La paix intérieure est plus précieuse que l'approbation fugace. 3. Le respect de soi ne se négocie jamais. J'admets qu'il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de troquer mon respect de soi pour plus de confort, pour éviter un conflit ou simplement pour éviter l'inconfort d'être celui qui met un terme à la situation. Ce n'est pas facile à reconnaître, mais il y a un mécanisme interne qui s'active lorsque l'ambiance devient tendue. Ce moment inconfortable où tu te demandes si cela vaut la peine d'exprimer ce que tu penses, si ce serait mieux de laisser passer, si peut-être tu exagères et que tu devrais t'adapter. Ce n'est pas de la lâcheté ouverte, c'est une négociation silencieuse avec soi-même. Tu te dis que ce n'est pas grave, que pour une fois ça ne fait rien, que la relation ou la paix momentanée pèse plus que ta propre conviction. Mais là est l'erreur. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect, même minime, tu t'entraînes à tolérer le suivant. Le respect de soi ne se négocie jamais, car dès que tu le fais, tu démontes le seul système de protection réel que tu as. Tu perds ton autorité interne et avec elle, la capacité d'être fidèle à ce que tu es. En décomposant le problème, un schéma se révèle. D'abord, tu sous-estimes l'impact de céder sur des petites choses. Tu crois que tu peux te remettre après, que c'est réversible. Mais ce qui se passe réellement, c'est que ton esprit apprend que le sacrifice du respect de soi est une option viable, et cette porte ne se ferme jamais complètement. La prochaine étape est la rationalisation. Tu justifies ton silence, tu minimises le dommage, tu te répètes que c'est par diplomatie ou maturité. Cependant, ce qui semble être de la flexibilité est, au fond, un recul. C'est permettre aux autres de définir la valeur de ta présence et de ta voix. Le respect de soi est une décision, pas une conséquence. Personne ne va te le donner ou te le rendre après te l'avoir pris. Si tu le remets en question une fois, le précédent affaiblit toutes tes limites futures. La conséquence la plus dangereuse n'est pas la réaction des autres, mais l'usure interne qui s'accumule. Tu perds la clarté pour distinguer quand tu cèdes par stratégie et quand tu cèdes par peur. Le respect de soi est la base à partir de laquelle tu décides qui tu laisses entrer, jusqu'où tu permets qu'on t'influence et à quel moment tu dois te retirer. Il ne s'agit pas de rigidité ni de fierté vide. Il s'agit d'établir un standard qui ne bouge pas au gré des circonstances ou des émotions des autres. La dignité ne se négocie ni en privé ni en public. Si tu le fais une fois, il te sera plus facile de le justifier la prochaine fois. Et ainsi, sans t'en rendre compte, l'exception devient une habitude. Celui qui apprend à défendre son respect de soi développe une sorte d'immunité psychologique face à la manipulation et au chantage émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est toi qui décides du prix de ton temps, de ta parole, de ta présence. Le respect des autres n'arrive que lorsque tu l'exerces d'abord avec toi-même. Si tu échoues dans cette discipline, tu deviens un terrain fertile pour l'abus et la manipulation subtile. Il n'y a pas de raccourci. Le respect de soi est un investissement quotidien. Ne troque pas ta valeur pour une tranquillité momentanée. C'est la ligne qui sépare celui qui vit selon ses principes de celui qui s'adapte par peur. L'essentiel est d'identifier le point exact où surgit la tentation de céder. Si tu reconnais ce moment et que tu résistes, tu renforces ton caractère et ton indépendance. C'est la base de toute relation saine, de tout projet qui a un avenir. La certitude qu'il y a un noyau en toi qui n'est pas à vendre, qui ne s'ajuste ni à la pression ni au désir de plaire. Le respect de soi est la frontière ultime. Si tu la franchis, tu te perds. Si tu la défends, tout le reste s'organise. 4. Poser des limites sans peur ni culpabilité. Une limite est comme tracer une ligne sur une carte personnelle, mais pas avec de l'encre ni avec des mots grandiloquents, mais avec des gestes subtils et des décisions concrètes.
Il y a ceux qui franchissent cette ligne sans regarder en arrière. Ils interrompent, envahissent, exigent, et c'est là que la plupart se rétractent, baissent les yeux ou forcent un sourire gêné pour ne pas rompre l'ambiance. Le corps le révèle avant la bouche. La mâchoire se tend, les épaules se haussent, les doigts tambourinent sur la table cherchant une excuse pour s'échapper du moment. Mais la leçon est simple et brutale. Celui qui ne maintient pas sa limite avec fermeté finit par être un territoire de passage pour toute volonté étrangère. Cela se remarque lors des réunions où votre opinion est ignorée, dans la famille qui décide pour vous sans vous consulter, dans le couple qui répète le même reproche en sachant qu'il n'y aura pas de conséquences. Vous vous entraînez, sans le vouloir, à être flexible dans l'essentiel et rigide dans ce qui n'importe pas. C'est une auto-illusion qui pèse comme un sac à dos rempli de pierres que vous avez choisi de porter. Mettre des limites sans peur ni culpabilité est une rébellion silencieuse contre cette vieille habitude de s'adapter jusqu'à se défigurer. La peur apparaît dans la gorge, déguisée en prudence. Mieux vaut ne pas créer de problème. Il vaut mieux garder la paix. Mais chaque fois que vous cédez, le message est clair. Votre paix intérieure est négociable. Les autres le lisent dans votre posture, dans votre ton doux, dans la façon dont vous justifiez l'injustifiable. Il n'est pas nécessaire de crier ni de faire des scènes. La limite est un acte, pas un discours. C'est le regard qui ne se baisse pas, le refus qui ne s'explique pas, le non qui ne se déguise pas en peut-être. Celui qui a appris à maintenir son espace sans hésiter transmet une sécurité qui n'a pas besoin d'ornement. C'est une énergie dense, presque palpable, qui laisse clair que tout n'est pas permis. Et cela dérange ceux qui ont l'habitude d'envahir, mais en même temps, cela les oblige à respecter. La culpabilité est l'autre obstacle, ce murmure interne qui vous accuse d'égoïsme, de distance, de ne pas savoir céder. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'apparaît que lorsque vous prenez soin de ce qui vous appartient, jamais lorsque vous vous sacrifiez excessivement. La culpabilité est le prix à payer d'avoir grandi en croyant que plaire est plus important qu'être honnête. Mais chaque fois que vous ignorez cette voie, chaque fois que vous priorisez votre cohérence au-dessus des applaudissements des autres, votre dignité se renforce. Le respect de soi ne fleurit pas sur le terrain de l'auto-illusion. Il a besoin de clarté, a besoin de frontières, a besoin du courage de déranger quand c'est nécessaire. Celui qui ne met pas de limite perd sa forme. Cette phrase n'a pas besoin d'explication. C'est le résumé de ce qui se passe lorsque vous retardez votre besoin de respect en échange d'une paix fragile et temporaire. La pratique est concrète. Assis devant celui qui vous exige plus que ce que vous pouvez ou voulez donner, le corps réagit. Le pouls monte, la bouche se dessèche, l'esprit cherche une sortie diplomatique. C'est là que tout se joue. La vraie limite est celle que vous maintenez lorsque l'ambiance se tend, lorsque vous savez qu'il peut y avoir rejet ou incompréhension, mais que vous choisissez quand même de rester avec ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix ni de justifier votre décision. Il suffit de maintenir le geste ferme, la voix stable et la conviction que votre bien-être n'est pas négociable. Tout ce qui est demandé ne mérite pas de réponse. C'est l'autre ligne iconique. Parce qu'à la fin, chaque fois que vous choisissez votre dignité au-dessus de l'inquiétude ou de la culpabilité, vous devenez un peu plus maître de vous-même. Et cela, dans un monde qui récompense la complaisance, est une forme de liberté. 5. Maîtrise tes impulsions, décide calmement. Il n'y a pas de pire ennemi que ta propre impulsivité, c'est aussi simple que cela. Tu peux avoir 1000 principes gravés dans ta tête, tu peux répéter des phrases de motivation chaque matin, mais si chaque fois que tu ressens la pression d'une émotion tu sautes pour réagir sans rien filtrer, tout ton prétendu autocontrôle n'est qu'une façade. La plupart des gens ne réalisent même pas combien de pouvoir ils abandonnent aux premières impulsions. Tu réponds à ce message blessant parce que ton ego est en feu, tu cèdes à la provocation parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, tu cherches la gratification rapide parce que ton esprit ne tolère pas le vide, ne serait-ce qu'une seconde.
C'est ce mécanisme qui te rend esclave. Tu confonds ressentir avec décider. Tu n'es pas maître de ta vie si tes émotions te tirent comme une marionnette. Tu ne peux pas parler de dignité ni de respect de soi si tu te rends à chaque impulsion comme si tu n'avais pas d'alternative. L'autocontrôle n'est pas une option. C'est la base minimale de toute véritable liberté. Jusqu'à quand vas-tu justifier tes réactions en disant que c'est comme ça que tu es ou que tu ne peux pas l'éviter? C'est de la paresse mentale déguisée en authenticité. Personne ne naît avec de la maîtrise de soi. Cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis le calme et non depuis l'emportement, tu renforces un muscle invisible qui est bien plus important que n'importe quelle force physique, celui de la volonté. Arrête de te mentir avec l'excuse que tu n'as pas pu l'éviter. Tu as pu, mais tu as décidé de ne pas le faire parce que c'est plus confortable d'exploser, de céder, de chercher un soulagement immédiat plutôt que de supporter le vide et de penser clairement. Celui qui ne maîtrise pas ses impulsions est un terrain facile pour tout manipulateur, pour tout provocateur, pour toute situation qui le sort de sa zone de confort. Peu importe combien de raisons tu crois avoir, si tu ne peux pas mettre de distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais, tu ne contrôles rien. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le nombre de fois où elle ressent de la colère, de la frustration ou de la peur, mais dans la capacité à ne pas laisser ses émotions dicter ses décisions. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir, mais de savoir attendre que l'émotion passe pour décider avec la tête, pas avec le ventre. Le temps que tu laisses entre l'impulsion et l'action est l'espace où se joue ta liberté. C'est là que l'on voit qui commande vraiment, toi ou tes émotions. Si chaque provocation te met hors de toi, si chaque rejet te pousse à supplier ou à réagir de manière désespérée, tu n'es rien d'autre qu'un spectateur de ton propre désastre. Le calme est pouvoir. Grave-toi cela. Celui qui décide avec la tête froide gagne toujours, même si de l'extérieur il semble avoir perdu. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que décider calmement coûte. Cela nécessite de l'inconfort. Cela nécessite de se mordre la langue, d'avaler sa fierté, de respirer profondément et de laisser passer le tremblement initial. Mais chaque fois que tu y parviens, le prix est un investissement qui se multiplie en respect de soi. Personne ne respecte celui qui explose ou supplie. On respecte celui qui sait attendre, celui qui résiste à l'impulsion et agit seulement quand il a vu le tableau complet. C'est le secret que personne ne te dit. La plupart des erreurs qui ruinent les relations, les réputations et les opportunités naissent d'une impulsion mal gérée, d'une réaction qui se déclenche trop tôt. Si tu dois choisir entre avoir raison et avoir de la dignité, choisis toujours la dignité. Parce que la dignité se construit avec de l'autocontrôle, pas avec des explosions émotionnelles ni des réponses désespérées. Si tu veux être libre, entraîne la pause. Mets-toi mal à l'aise dans le silence avant de répondre. Laisse l'émotion se refroidir avant de prendre une décision. C'est ce qui distingue celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. La maîtrise de soi est le premier signe de grandeur. Il n'y a pas de raccourci. Si tu es esclave de tes impulsions, tu seras esclave de quiconque sait comment te provoquer. Décide calmement, même si cela te coûte. C'est là que commence le véritable respect de soi. 6. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. C'est l'une des vérités les plus inconfortables et nécessaires auxquelles tu peux faire face. Peu importe à quel point ton désir d'être vu, entendu ou accepté est fort, si tu dois forcer ta présence, justifier ta place ou convaincre quelqu'un de ton importance, tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer. La reconnaissance authentique ne se mendie jamais. Elle se donne lorsque ta simple existence, ta seule manière d'être, génère du respect sans que tu aies à sacrifier une partie essentielle de toi-même. Mais le problème est plus profond. L'esprit, par peur du vide et de l'exclusion, invente des histoires pour supporter le rejet. Tu te répètes que peut-être qu'ils ne t'ont pas compris, que peut-être qu'ils ont besoin de temps, que si tu insistes un peu plus,
les choses changeront. Cette narration ne sert qu'à divertir ton espoir et à anesthésier la douleur de ne pas être suffisant aux yeux des autres. Il y a un piège psychologique très subtil dans lequel nous tombons presque sans nous en rendre compte. Tu te convaincs que ta valeur dépend de la réaction des autres et tu commences à mesurer ton estime de soi en fonction de l'attention, de l'affection ou de l'approbation que tu reçois. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque fois que tu insistes dans un endroit où tu es ignoré ou méprisé, ton esprit devient accro à ce cycle d'attente et de frustration. C'est une dépendance déguisée en persévérance, une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se payer parce que le paiement ne dépend pas de toi. C'est ainsi que tu t'épuises, en investissant de l'énergie, du temps et de la dignité dans des relations, des emplois ou des espaces où ta présence ne sert qu'à remplir un vide fonctionnel, mais jamais émotionnel. Cette insistance te vide de l'intérieur et le pire, te convainc que tu ne vaux que ce que l'autre décide de reconnaître. La racine de ce besoin d'insister là où tu n'es pas valorisé est souvent enfouie dans de vieux apprentissages. La peur de l'abandon, la crainte de la solitude, la blessure de se sentir remplaçable ou invisible. Le mécanisme est simple. Ton esprit préfère le mauvais traitement ou l'indifférence au néant, car au moins là, il y a une réaction, un signe de vie, un quelque chose qui te maintient accroché. Mais ce quelque chose n'est ni respect ni affection sincère. C'est juste l'écho d'un manque intérieur que tu n'as pas appris à affronter. Alors tu insistes, tu t'adaptes, tu te minimises et, peu à peu, tu t'habitues à la faim émotionnelle. Plus tu luttes pour être remarqué dans un espace qui n'apprécie pas ce que tu es, plus tu t'éloignes de toi-même et plus il devient difficile de reconnaître ta propre valeur sans intermédiaire. Ne confonds pas la persévérance avec l'auto-tromperie. Insister là où il n'y a pas de réciprocité n'est pas une vertu, c'est un épuisement. Il y a une différence claire entre lutter pour une relation saine et s'accrocher à un espoir toxique. La dignité, c'est toujours quand il est temps de se retirer. Mais la peur de perdre t'oblige à rester un peu plus, à justifier l'injustifiable, à chercher des signes là où il n'y a que de l'indifférence. Si tu dois forcer ton importance, payer le prix de ta présence ou négocier les miettes d'attention, tu hypothèques ton estime de soi. Ne persiste pas là où ton absence pèse moins que ta présence. Cette phrase est clé. Car insister, c'est au fond ne pas accepter la réalité. Que tous les lieux, toutes les personnes, toutes les histoires ne méritent pas ton engagement. La véritable force réside dans le fait de savoir quand s'arrêter, de reconnaître que le respect de soi ne se prouve pas en forçant quiconque à te valoriser. Ta dignité se consolide dans le silence de ton retrait, dans la capacité de laisser de l'espace et de permettre que le vide soit plus éloquent que n'importe quel mot ou geste désespéré. Ce n'est qu'alors que tu peux voir clairement. L'absence, lorsqu'elle est digne, enseigne plus que 1000 tentatives de plaire. N'aie pas peur de cesser d'insister. Crains de rester là où tu t'éteins. Retire-toi avant de te perdre. C'est le signe de maîtrise de soi et de respect de soi qui distingue celui qui se valorise réellement. Si tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas non plus nécessaire. Fais-toi le plaisir de ne plus insister. 7. Marche seul quand c'est nécessaire. Un vendredi après-midi, les messages dans le groupe s'éteignent et le plan de sortir en groupe se dissipe sans explication. Tu marches seul dans la ville, ressentant le poids subtil de ne pas appartenir à un endroit, d'être la dernière option ou même celui qui ne sert à rien. Ce malaise t'accompagne alors que tu vois d'autres se rassembler, rire, appartenir, et une partie de toi commence à chercher des raisons de ne pas être là où tu aimerais être. Ce n'est pas que la solitude frappe fort comme un coup sec, c'est plutôt un goutte-à-goutte constant. Un rappel que marcher seul parfois est la seule route digne lorsque le prix de l'appartenance est de te rabaisser. L'esprit, entraîné à chercher des refuges, commence à négocier. Peut-être devrais-tu insister, céder sur tes limites, accepter des miettes, juste pour éviter ce vide ponctuel.
Mais c'est ici que se révèle le véritable coût de ne pas savoir être seul. Tu commences à hypothéquer ton intégrité en échange d'une compagnie qui ne te respecte même pas. Si tu analyses le mécanisme, tu verras que la société a mis sur la solitude une étiquette d'échec, comme si être seul était toujours un signe de défaut personnel. Depuis petit, on nous entraîne à chercher la validation dans le groupe. Appartenir est l'objectif, et rester en dehors semble la pire des condamnations. C'est pourquoi, quand il te faut marcher sans compagnie, l'esprit l'interprète comme un rejet, non comme un choix. Le véritable problème surgit quand tu fais n'importe quoi pour éviter cet échec. Tu insistes là où on ne te veut pas. Tu acceptes des conditions injustes, tu tolères des mépris, tout cela pour ne pas affronter le silence qui vient avec l'indépendance. La liberté coûte de l'inconfort, et la peur de cet inconfort est ce qui pousse des millions à nier leur propre valeur pour une place à n'importe quelle table, même s'ils ne sont pas désirés là. Rester là où on ne te respecte pas est plus de solitude que d'être seul. C'est la paradoxe que personne ne t'explique. La décision stratégique consiste à assumer que marcher seul, quand c'est nécessaire, n'est pas de la résignation, c'est une dignité active. Il ne s'agit pas de devenir un ermite émotionnel, ni de renoncer aux liens humains, mais de reconnaître qu'il y a des scénarios où la seule façon de conserver ton respect de soi est de ne pas partager le trajet. Le piège apparaît quand tu crois que ta valeur dépend du nombre d'invitations ou de l'approbation de l'environnement. Cette approche te rend esclave de la statistique sociale et t'empêche de voir que souvent, le prix de l'acceptation collective est de te diluer jusqu'à ne plus te reconnaître. Marcher seul, dans ces cas, est le filtre qui sépare ce que tu es de ce que les autres veulent que tu sois. Si tu apprends à tolérer cet inconfort, tu deviens maître de ton temps, de tes décisions et de ta paix mentale. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu choisis la mauvaise compagnie par peur de la solitude, tu entraînes ton esprit à sacrifier des principes en échange d'une tranquillité superficielle. Mais chaque fois que tu choisis de marcher seul par conviction, tu renforces un muscle psychologique qui va bien au-delà de l'autosuffisance. La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu sois prêt. Elle va te frapper sans prévenir. Elle va te mettre à l'épreuve dans les pires moments et elle ne se souciera pas si tu te sens fatigué ou perdu. Le véritable problème n'est pas le monde qui t'entoure, mais combien ton esprit peut devenir faible lorsque tu cèdes le contrôle à tout ce qui est externe. Tu veux de la force, mais tu réagis à la moindre provocation. Tu veux la paix, mais tu donnes ton calme au premier commentaire qui blesse ton ego. C'est là que la bataille est perdue, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne à lire en silence. C'est un manuel de combat pour ceux qui en ont assez d'être emportés par des émotions incontrôlées. Marc Aurèle l'a compris lorsqu'il a écrit en pleine guerre que le véritable ennemi n'était pas sur le champ de bataille, mais dans les pensées qui pouvaient le briser de l'intérieur. Ce qui détruit n'est pas l'insulte, la déception ou l'échec. C'est comment tu décides de l'affronter. Si tu veux vraiment être fort, tu dois accepter quelque chose d'inconfortable. Tu ne pourras pas contrôler les gens, ni le destin, ni la chance. Mais tu peux maîtriser ton caractère, et c'est ce qui te rendra indomptable. Cette vidéo ne prétend pas adoucir la réalité. Ce que tu vas entendre n'est ni confortable ni doux, parce que la force ne s'est jamais construite avec des mots doux. Ici, tu ne trouveras pas de promesses vides, ni de phrases de motivation creuse. Nous allons parler de ce que signifie durcir l'esprit, entraîner la discipline émotionnelle et faire de ton caractère ta meilleure armure. Ce sont 8 leçons pratiques pour transformer la peur, la déception et les provocations en carburant pour grandir. Soit tu te renforces, soit tu restes à la merci du chaos. C'est le point de départ pour décider qui commande dans ta vie, l'extérieur ou toi-même. 1. Renforce ton esprit, ne le cède pas au monde. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était un espace public. N'importe qui entre, laisse ses déchets émotionnels et part. Ils permettent que les commentaires des autres définissent leur journée, que les mauvaises nouvelles les anéantissent, qu'un geste de dédain les blesse comme s'il s'agissait d'une lance.
Ce n'est pas vivre, c'est exister comme un esclave invisible. La force intérieure commence le jour où tu décides de fermer cette porte, le jour où tu te rends compte que ton esprit n'appartient pas au bruit du monde, mais à toi. Pense à un guerrier au milieu du champ de bataille. Il ne s'arrête pas pour écouter chaque insulte ni chaque menace. S'il le faisait, il serait déjà mort. L'esprit a besoin de cette même discipline. Le renforcer ne signifie pas devenir froid ni insensible. Cela signifie que tu ne réagis plus comme un animal blessé à la moindre provocation. Cela signifie apprendre à filtrer ce qui entre, à taire le chaos avant qu'il ne s'installe et à protéger l'espace où naissent tes pensées. Le problème est que l'on nous a appris à prendre soin de notre corps, mais pas à entraîner notre esprit. Nous le nourrissons de distractions, de plaintes, de l'opinion de gens qui ne vivent même pas notre vie. Les stoïciens savaient que l'esprit était comme une ville. Si tu ne la défends pas, elle sera envahie. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, chaque fois que tu laisses quelque chose d'externe contrôler ton humeur, tu remets les clés de cette ville. Renforcer l'esprit est un acte d'agressivité intelligente. C'est dire au monde, tu ne vas pas dicter ma paix, tu ne vas pas me voler mon centre. C'est apprendre à observer l'émotion avant d'agir. Quand quelqu'un te provoque, l'impulsion est de répondre, de défendre l'ego, de contre-attaquer. C'est là que la plupart perdent, parce qu'ils confondent réaction avec pouvoir. Le vrai pouvoir est de contrôler l'impulsion, de garder son calme quand tout pousse à le perdre. Commence par quelque chose de simple mais exigeant. Chaque fois que quelque chose te perturbe, ne réponds pas immédiatement. Respire et demande-toi, cela mérite-t-il mon énergie ou suis-je en train de donner ma paix à ce qui ne vaut rien? La plupart des batailles que tu mènes n'existent pas en dehors de ta tête. Ce ne sont que des réactions inutiles à des choses qui ne méritent pas ta force. Cela signifie aussi apprendre à tolérer le silence intérieur. Beaucoup ont peur d'être seuls avec leurs pensées et c'est pourquoi ils cherchent constamment du bruit, musique, réseaux sociaux, conversations vides. Mais le silence est la salle de sport où tu entraînes ton esprit. Consacre au moins 10 minutes par jour à t'asseoir calmement, sans distraction. Observe les pensées comme si elles étaient des nuages qui passent, sans t'y accrocher. Au début, ce sera inconfortable, mais avec le temps, cet inconfort se transforme en clarté et en maîtrise. Souviens-toi de ceci, personne de fort n'est né fort. L'esprit se forge comme les muscles, avec résistance. Si tu ne l'exposes pas au froid de la critique, au poids du rejet, à l'inconfort de la discipline, il restera faible. Chaque fois que tu surmontes une mauvaise journée sans t'effondrer, chaque fois que tu choisis le calme, alors que tout autour de toi crie, ton esprit devient plus fort. Tu n'as pas besoin que le monde soit plus facile, tu as besoin que ton esprit soit plus fort. Et cette décision commence maintenant. En choisissant de ne pas réagir comme les autres s'y attendent, en choisissant de ne pas donner ta paix à des mains étrangères. Un esprit fort est une forteresse impénétrable. Le bruit frappe les murs, mais ne traverse jamais le cœur. 2. Fais de chaque blessure ta nouvelle force. Chaque cicatrice que tu portes, physique ou émotionnelle, est la preuve que tu as survécu à quelque chose qui a voulu te briser. Le problème est que beaucoup voient la blessure comme un rappel de faiblesse et non comme la naissance d'une nouvelle force. Ils s'accrochent à la douleur, la nourrissent de plaintes et la transforment en une chaîne qui les maintient attachés au passé. Le stoïcien pense différemment. Ce qui a essayé de me détruire sera maintenant le fer avec lequel je forgerai mon caractère. La vie n'a pas de pitié quand il s'agit de frapper. Elle te prend des personnes, des rêves, de la confiance. Et quand le coup arrive, il est plus facile de sombrer dans l'auto-apitoiement, de croire que cette blessure est un signe que tu ne pourras plus te relever de la même manière. Mais la vérité est autre. Tu n'es pas faible parce que tu as été blessé, tu l'es seulement si tu décides de rester au sol. Les cicatrices ne te rendent pas moins, elles te rappellent que tu es toujours là. Les stoïciens enseignaient que la souffrance est inévitable, mais que la souffrance inutile est optionnelle. Chaque blessure est une leçon déguisée. L'abandon peut t'apprendre l'indépendance. La trahison te montre où mettre des limites. La perte te révèle combien tout est fragile et combien chaque instant est précieux. Mais ces enseignements n'apparaissent que lorsque tu arrêtes de te demander « Pourquoi moi ?»
et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Imagine un arbre battu par le vent et la tempête. Ses branches se brisent, mais ses racines s'accrochent plus profondément au sol. Ces coups le rendent de plus fort pour la saison suivante. C'est ainsi que doit être ton état d'esprit, que chaque douleur t'oblige à approfondir ta force et non à te briser de l'intérieur. Le problème est que beaucoup choisissent de rester à regarder les branches cassées et oublient qu'ils peuvent en faire pousser de nouvelles. Pour transformer la blessure en force, il faut d'abord l'affronter sans déguisement. Il ne sert à rien de l'ignorer ou de prétendre qu'elle ne fait pas mal. Accepte-la, ressens-la, mais ne reste pas là. Ensuite, fais le travail que beaucoup évitent. Demande-toi quelle partie de toi a besoin de changer pour que ce coup ne te renverse plus. Peut-être as-tu besoin de plus de discipline. Peut-être apprendre à poser des limites. Peut-être lâcher des attentes irréalistes. Quoi que la blessure t'enseigne, transforme-le en un nouveau muscle émotionnel. Une pratique stoïcienne que tu peux appliquer est d'écrire ce qui a fait mal et à côté noter ce que tu as appris de chaque situation. Non pas pour revivre la douleur, mais pour voir clairement la carte de ta croissance. Il est également utile de changer la question que tu te poses dans les moments difficiles. Au lieu de dire « cela m'a détruit », dis « cela m'a entraîné ». Le langage façonne la perception, et la perception façonne ta force. L'agressivité de la vie ne peut être évitée, mais on peut décider quoi faire avec les dommages subis. Chaque blessure que tu réussis à transformer en sagesse devient une pièce de ton armure intérieure. Il arrive un moment où les blessures cessent de te faire peur, parce que tu sais que tu en sortiras avec plus de tempérament qu'avant. Rappelle-toi, la douleur est inévitable, mais souffrir pour toujours est un choix. Si tu laisses chaque coup te rendre plus dur, plus sage et plus serein, viendra le jour où les tempêtes qui te renversaient auparavant ne parviendront qu'à peine à bouger tes racines. C'est là la véritable force, non pas l'absence de blessures, mais le pouvoir de les transformer en ta plus grande force. 3. Plie sans te briser. Un arbre qui résiste au vent sans céder finit par se briser. En revanche, celui qui se penche suffisamment survit à la tempête. La force intérieure n'est pas d'être rigide, c'est d'apprendre à te plier lorsque la vie exige de la flexibilité. Beaucoup de personnes confondent la force avec la dureté. Elles pensent qu'elles ne doivent jamais céder, que montrer de la flexibilité est un signe de faiblesse. Mais la réalité est autre. Ce qui est fragile se brise, ce qui est fort s'adapte sans perdre son essence. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas le contrôle sur la plupart de ce qui nous arrive, mais bien sur la façon dont nous répondons. Être rigide face à l'inévitable ne fait qu'augmenter la souffrance. Quand tu t'accroches à ce que les choses soient exactement comme tu le souhaites, tu deviens prisonnier de tes attentes. Et quand la réalité ne coopère pas, tu te brises. La véritable force consiste à rester ferme dans ton essence, tout en ajustant ton chemin aux circonstances. Regarde les rivières. Elles contournent les montagnes, entourent les pierres, se dévient quand c'est nécessaire, mais ne perdent jamais leur destination finale, la mer. C'est l'attitude de celui qui est flexible. Il cède face aux obstacles temporaires sans perdre la direction. Celui qui s'obstine à lutter contre tout finit épuisé et amer. Se plier sans se briser signifie accepter que la douleur, les changements et les échecs font partie de la vie, mais tu ne les laisses pas te définir. C'est comprendre que tu n'auras pas toujours le contrôle, mais cela ne signifie pas que tu vas abandonner. C'est apprendre à dire « cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais je continue ». Ce type de flexibilité ne diminue pas ton caractère, il le rend plus fort parce qu'il t'apprend à survivre sans ressentiment. La plupart souffrent plus de la résistance mentale que du problème lui-même. Ils luttent contre l'inévitable, une perte, une fin, un changement imprévu. Au lieu de s'adapter, ils s'accrochent au passé et se brisent sous le poids de leur propre obstination. Un stoïcien observe la situation avec froideur et se demande « qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ?» Ce qui ne dépend pas de toi, tu le lâches. Ce qui dépend de toi, tu le confrontes. Pour pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne, commence par accepter que la frustration n'est pas ton ennemi.
Chaque fois que quelque chose te dévie de ton plan, fais l'exercice de t'arrêter et de te demander « Est-ce que je lutte contre la réalité ou est-ce que je m'adapte à elle ?» Cette simple question révèle combien d'énergie tu dépenses dans ce que tu ne peux pas contrôler. Une autre étape importante est d'entraîner l'esprit à voir les changements comme des ajustements et non comme des défaites. Par exemple, si tu perds une opportunité de travail, au lieu de te lamenter sur ce qui n'a pas été, pense à comment réorienter ton effort vers quelque chose de nouveau. Être flexible n'est pas se résigner. C'est utiliser l'énergie de la chute pour te propulser dans une autre direction. Se plier sans se briser implique aussi de savoir quand se taire et quand agir. Tout ne mérite pas ta réaction immédiate. Toute bataille ne mérite pas ton énergie. Parfois, la plus grande force réside non pas dans le fait de résister au coup de front, mais de bouger avec lui jusqu'à trouver le moment et le lieu approprié pour répondre. Souviens-toi, l'eau ne se brise pas et pourtant, elle est capable d'éroder la roche avec le temps. C'est cette mentalité qui te rendra invincible, doux en apparence, mais impossible à détruire. La vie ne cessera pas de te pousser. Ce que tu peux choisir, c'est si tu te brises comme le verre, ou si tu te penches comme le bambou et te relèves. C'est là que réside la véritable force, ne pas permettre que les tempêtes définissent ta fin. 4. Transforme la provocation en discipline. La plupart des gens tombent dans le même piège. Ils réagissent comme si chaque provocation était un appel à se battre. Il suffit d'un regard de mépris, d'un commentaire blessant ou d'une injustice pour qu'ils perdent le contrôle et agissent impulsivement. C'est le terrain où l'ego règne et la sérénité meurt. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de prendre cette étincelle de provocation et de l'utiliser comme carburant pour votre discipline, pas pour votre colère. Les stoïciens comprenaient que les insultes, les critiques et les attaques des autres sont des épreuves, pas des ordres. Chaque provocation est une opportunité pour vous connaître, pour voir jusqu'où vous contrôlez vos impulsions. Il ne s'agit pas de supporter des humiliations, mais de ne pas donner votre paix aux gestes des autres. La provocation n'a de pouvoir que si vous lui donnez la permission de vous perturber. Imaginez un boxeur professionnel sur le ring. Il sait que son adversaire va essayer de l'irriter, de le faire perdre sa concentration pour qu'il commette des erreurs. S'il tombe dans le piège, il cesse de penser clairement et devient une cible facile. La provocation fonctionne de la même manière dans la vie. Si vous laissez la colère prendre le dessus, vous perdez la stratégie. La discipline, en revanche, vous permet de contrôler vos mouvements. La provocation peut venir de l'extérieur, mais la réaction naît toujours de l'intérieur. Le problème n'est pas l'insulte, c'est la réponse automatique que vous donnez. S'entraîner à la discipline émotionnelle signifie ne pas agir à l'instant du coup, mais apprendre à freiner l'impulsion. C'est dans cette pause brève, entre ce qui se passe et ce que vous faites, que réside votre liberté et votre force. Une pratique stoïcienne pour cela est d'imaginer que chaque provocation est un examen silencieux. Quelqu'un vous critique sans raison. Allez-vous vous défendre comme si votre honneur dépendait de ses paroles, ou allez-vous rester calme parce que vous savez qui vous êtes? Quelqu'un essaie de vous provoquer avec un geste moqueur. Allez-vous tomber dans son jeu ou allez-vous montrer qu'il n'a pas de pouvoir sur vous? Chaque fois que vous parvenez à réprimer l'impulsion, vous renforcez le muscle de la discipline. Une autre façon de transformer la provocation en discipline est d'utiliser cette énergie pour grandir plutôt que pour détruire. Si quelqu'un vous sous-estime, ne perdez pas de temps à discuter, prouvez-le par des actions. Si quelqu'un vous provoque avec des mots, utilisez ce feu intérieur pour travailler avec plus de concentration et prouvez-vous à vous-même que vous n'avez pas besoin de vengeance. La vraie vengeance est le progrès silencieux. Ne confondez pas la discipline avec la passivité. Il ne s'agit pas de rester silencieux face à l'injustice, mais de choisir le moment et la manière de répondre. La discipline est stratégique. Elle sait quand agir et quand ignorer. Réagir sans contrôle, c'est donner au provocateur exactement ce qu'il veut, votre énergie, votre calme, votre temps. Commencez à le voir ainsi. Chaque provocation à laquelle vous faites face sans perdre votre contenance est une victoire silencieuse. C'est comme soulever un poids de plus dans la salle de sport de l'esprit. Au début, cela coûtera,
car l'ego voudra se défendre. Mais à chaque fois que vous vous retenez, vous devenez plus fort et moins vulnérable au chaos externe. Rappelez-vous, le véritable ennemi n'est pas celui qui vous provoque, mais la partie de vous qui ne sait pas encore rester ferme. La provocation ne fait que révéler votre niveau d'autocontrôle. Lorsque vous parvenez à la transformer en discipline, vous cessez d'être une marionnette des autres et vous devenez le maître de votre réponse. C'est là la véritable autorité. Non pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui conserve son calme même au milieu de la tempête. 5. Marche à travers la peur. La peur est le gardien invisible qui se dresse devant chaque porte importante de ta vie. Elle n'apparaît pas pour t'arrêter par cruauté, mais pour te demander si tu mérites vraiment de passer de l'autre côté. Cependant, la plupart des gens interprètent par ce gardien comme un signe pour reculer. Et c'est là qu'ils perdent des opportunités, des relations et même le respect d'eux-mêmes. Ce n'est pas la peur qui détruit les gens, mais l'habitude de fuir devant elle. Le stoïcisme n'enseigne pas à éliminer la peur, car il sait que c'est impossible. La peur est une réaction naturelle, un instinct qui essaie de te protéger. Ce qu'il enseigne, c'est à marcher à travers elle, à ne pas laisser qu'elle devienne un mur qui enferme ton potentiel. Marc Aurèle disait qu'il n'y a rien d'aussi terrifiant que notre imagination débridée, parce que la peur est presque toujours plus grande dans l'esprit que dans la réalité. Pense à toutes les fois où la peur t'a paralysé. La peur du rejet t'a empêché de dire ce que tu ressentais. La peur de l'échec t'a empêché de commencer un projet. La peur de te tromper t'a maintenu au même endroit pendant des années. Chacune de ces fois, ce n'était pas le danger réel qui t'a arrêté, c'était ton dialogue interne. La véritable bataille a toujours été dans l'esprit, pas à l'extérieur. Marcher à travers la peur signifie arrêter d'attendre de te sentir prêt à agir. Attendre qu'elle disparaisse est une perte de temps, car elle ne le fera jamais complètement. La seule façon de la désarmer est de l'affronter pendant qu'elle est encore présente. Les stoïciens disaient « Si quelque chose doit te faire peur, qu'il te trouve debout en avançant. » Parce que la peur perd de son pouvoir dans le mouvement. La première étape pour y parvenir est de la regarder en face et de la nommer. La peur est floue quand tu l'ignores, mais en la décrivant, elle devient plus petite. Demande-toi, de quoi ai-je exactement peur ? Quel est le pire qui pourrait arriver et que ferais-je si cela se produisait ? La clarté affaiblit la peur parce qu'elle la sort de l'ombre de l'inconnu. L'étape suivante est d'agir, même si ce sont de petits pas. Si tu as peur de parler en public, n'attends pas de te sentir en sécurité. Commence à t'entraîner devant le miroir, puis devant un ami, puis dans de petits groupes. Le mouvement graduel est la preuve que tu peux avancer malgré la peur. Chaque pas te montre que le monstre était plus grand dans ton esprit que dans le monde réel. Une technique stoïcienne consiste à répéter mentalement les pires scénarios, non pas pour t'obséder avec eux, mais pour découvrir que même dans le pire des cas, tu peux résister. Cela réduit l'anxiété parce que ton esprit cesse d'imaginer des catastrophes sans réponse et commence à voir des solutions. L'objectif n'est pas d'ignorer la peur, mais de la transformer en un outil pour mieux te préparer. Souviens-toi que la peur peut aussi être un indicateur de croissance. Si tu ne ressens pas de peur, tu ne sors probablement pas de ta zone de confort, ni ne défies les limites qui te maintiennent tel que tu es. Chaque fois que tu la ressens, considère-la comme un signe que tu avances vers quelque chose qui en vaut la peine. Marcher à travers la peur ne signifie pas que tu arrêteras de trembler, mais que tu apprendras à avancer même si tu le fais avec des jambes tremblantes. La véritable force ne se voit pas chez celui qui ne craint rien, mais chez celui qui agit malgré la peur. Avec le temps, chaque peur vaincue se transforme en confiance, et chaque pas pris au milieu de la peur devient une preuve de ton propre pouvoir. 6. Choisis le caractère plutôt que les réalisations. Il y a des gens qui collectionnent des trophées, mais qui manquent de caractère. Et même si le monde applaudit leurs médailles, ils se sentent vides à l'intérieur. La société a vendu l'idée que tu vaux ce que tu obtiens, l'argent que tu accumules, les titres que tu montres. Mais les stoïciens avaient clairement compris que les réalisations externes sont fragiles. Elles peuvent être perdues lors d'une crise, d'une erreur, ou même avec le passage du temps. En revanche,
Le caractère est la seule richesse qui ne peut être arrachée. L'erreur la plus courante est de mesurer la valeur par les conquêtes visibles. Croire que le succès est un chiffre sur le compte bancaire ou la reconnaissance que d'autres te donnent. L'extérieur peut être acheté ou hérité, mais pas le caractère. Lorsque tu choisis le caractère plutôt que les réalisations, tu décides de ne pas sacrifier tes valeurs pour paraître grand. Tu décides que la façon dont tu obtiens un résultat est plus importante que le résultat lui-même. Cela demande du courage, car cela signifie rejeter les raccourcis qui promettent des gains rapides, mais qui te corrompent. Cela signifie supporter l'inconfort de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Imagine deux leaders, l'un qui inspire par ses paroles, mais qui trahit ses alliés pour monter, et l'autre qui avance plus lentement parce qu'il refuse de trahir ses principes. Le premier peut conquérir rapidement, mais lorsque le vent change, il s'effondre parce que son succès n'avait pas de fondation solide. Le second construit lentement, mais son pouvoir perdure parce qu'il est soutenu par le poids de son caractère. Les stoïciens insistaient sur le fait que la vertu était le seul bien véritable. Pour eux, le courage, la justice, la tempérance et la sagesse étaient plus importants que toute victoire extérieure. Cela ne signifie pas dédaigner les réalisations, mais comprendre qu'elles n'ont pas de valeur si elles sont obtenues en perdant le respect de soi. Pratiquer cette leçon implique de se poser des questions inconfortables. Jusqu'où es-tu prêt à renoncer à ta paix pour un objectif qui impressionne les autres? À quoi sert-il d'atteindre un poste élevé si tu l'as obtenu en manipulant ou en écrasant les autres? Comment te regardes-tu dans le miroir après avoir trahi tes propres principes pour la reconnaissance? Pour l'appliquer à la vie quotidienne, commence par prioriser tes valeurs dans les petites décisions. Dire la vérité même si elle est inconfortable. Tenir ta parole même si personne ne le remarque. Maintenir la discipline même si personne ne t'applaudit. Ces actions façonnent ton caractère et, à long terme, définissent le type de succès que tu peux réellement soutenir. Cela signifie aussi apprendre à accepter qu'il y aura des réalisations qui n'arriveront pas si tu décides de rester intègre. Tu peux perdre des opportunités rapides parce que tu n'es pas prêt à jouer sale, et ça fait mal. Choisis d'être respecté plutôt qu'admiré. L'admiration peut être obscurcie par des rumeurs, mais le respect est gagné par des actions fermes et cohérentes. Un caractère solide ne cherche pas la reconnaissance. Il devient simplement une norme que d'autres aspirent à atteindre. Souviens-toi, les trophées rouillent, les titres sont oubliés, les richesses peuvent s'évanouir. Le caractère, en revanche, laisse une empreinte. Ce n'est pas le monde qui te provoque, c'est toi qui décides de perdre le contrôle. Peu de vérités font plus mal que celle-ci, mais l'accepter est le premier pas vers la liberté. Nous vivons entourés de personnes qui crient, de situations qui explosent les limites de la patience et de petites injustices qui semblent conçues pour toucher ton orgueil. Et là, juste à cet instant où quelque chose en toi veut éclater, c'est là que se mesure ton véritable pouvoir. La plupart se laissent entraîner par des impulsions, justifiant leur colère par des excuses extérieures. Mais la réalité est brutale. Personne ne peut t'obliger à réagir. La colère, cette vieille compagne, est un mécanisme qui s'active lorsque tu remets le contrôle à ce qui se passe en dehors de toi. Les stoïciens le savaient bien. La maîtrise de soi est plus difficile et précieuse que n'importe quelle victoire sur les autres. Contrôler ta réaction n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force froide et entraînée. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions jusqu'à te briser, mais de reconnaître que ton interprétation et ta réponse sont la seule chose qui t'appartient vraiment. Le monde aura toujours des raisons de te provoquer, mais tu n'as pas à payer le prix de te laisser emporter. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une discipline quotidienne. Tu veux une vraie liberté ? Apprends à ne pas être esclave de ta propre réactivité, car celui qui ne maîtrise pas sa colère paie une dette intérieure chaque jour. 1.
Choisis ta réaction, pas ton impulsion. La réalité est brutale. Personne ne t'oblige à exploser. Personne n'a la télécommande de ton esprit, même si tu veux te convaincre du contraire. On t'a vendu l'idée que réagir avec colère est automatique, que sauter à chaque provocation est inévitable, que c'est comme ça que tu es, ou c'est comme ça qu'on t'a fait. Mais c'est la solution facile, l'excuse de celui qui préfère vivre sans assumer le coût de ses propres décisions internes. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, ni de déguiser la colère avec de faux sourires. Il s'agit de regarder en face le fait inconfortable. Ton impulsion n'est qu'une suggestion, pas un ordre. Si tu réponds toujours de la même manière, si tu te justifies en disant que tu n'as pas pu l'éviter, ce que tu fais, c'est abdiquer ton pouvoir. Remise volontaire de ta souveraineté émotionnelle, signée chaque fois que tu choisis de réagir sans réfléchir. La différence entre un être humain ordinaire et un autre qui s'entraîne au stoïcisme est que le premier vit comme s'il était une marionnette de ses impulsions, et le second sait qu'il a une fracture interne qui ne se répare qu'en prenant des décisions difficiles. La colère apparaît, bien sûr, et elle exige une réponse rapide, presque automatique. Le muscle de la réaction est atrophié par des années de justification et de répétition. Mais si tu n'es pas capable de t'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, et de te demander « est-ce vraiment ce que je veux choisir ?», alors tu vis en pilote automatique, entraîné par des mécanismes mentaux que tu ne reconnais même pas comme les tiens. Il n'y a pas de dignité à être esclave de tes émotions. La vraie liberté commence lorsque tu réalises que tu peux et que tu dois choisir ta réaction avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis tes actes les plus importants. Il y a une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Chaque fois que tu choisis de te laisser emporter par l'impulsion, tu ajoutes du poids à une dette interne. C'est un coût invisible, mais cumulatif. Plus de colère, plus de ressentiment, plus de sensation de perte de contrôle. Et ensuite, tu te demandes pourquoi la paix n'arrive jamais. Parce que tu ne l'entraînes pas. Parce que chaque jour, tu décides que le confort de l'impulsion est moins douloureux que l'exercice, inconfortable mais nécessaire, de t'arrêter et de décider. Il ne s'agit pas de te réprimer comme un robot. Il s'agit d'assumer que ta réaction est un investissement émotionnel. Tu peux investir dans le désordre ou tu peux investir dans ta propre force. Personne ne le fera à ta place. Personne ne te sauvera du cycle d'explosion et de culpabilité, sauf toi-même, en choisissant différemment. Choisis de répondre, pas de réagir. Choisis le contrôle, pas l'excuse. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, aucun d'eux n'était un être de glace, insensible à la provocation. Ce qu'ils ont fait, c'est s'entraîner, encore et encore, à la distance entre le stimulus et la réponse. Pas parce que c'était simple, mais parce qu'ils savaient que chaque réaction choisie leur redonnait du pouvoir sur eux-mêmes. Tu n'es pas moins humain en freinant ton impulsion. Tu es plus libre. La force ne réside pas dans le fait de crier plus fort, ni de prouver que personne ne te dépasse. La vraie force réside dans le fait de regarder ton propre impulsion et de décider que tu ne vas pas te vendre à bas prix, que ta réaction, c'est toi qui l'as choisie. La colère n'est pas inévitable, c'est une option. Et l'option de toujours céder aux premières impulsions est un signe de faiblesse déguisé en authenticité. Tu n'es pas tes émotions, tu es les décisions que tu prends face à elles. Personne ne te respectera davantage parce que tu exploses. Ils te respecteront quand ils verront que tu es capable de maintenir ton caractère, même quand tout te pousse à le perdre. La réaction immédiate est la sortie du faible. Choisis la pause, choisis la conscience, choisis la liberté. C'est la seule vraie victoire. 2. Observe avant de répondre. Tu reçois un message blessant dans le groupe de travail, un de ceux qui, en quelques secondes, semble te mettre hors de toi. Tu sens ton pouce accélérer, ta mâchoire se tendre, la réponse prête à être tirée immédiatement. Le doigt flotte sur le bouton d'envoi, et à cet instant, tout ton corps exige vengeance, exige que tu te fasses entendre, que tu ripostes. Mais si tu regardes au-delà du premier réflexe, tu trouveras quelque chose d'inconfortable.
La véritable bataille ne se joue pas sur l'écran, ni dans les mots de l'autre, mais dans cet espace minuscule entre ce qui se passe et ce que tu choisis de faire ensuite. C'est là que se décide ta paix ou ta ruine. Observer avant de répondre est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de compter jusqu'à 10 pendant que la colère te déchire intérieurement, ni de réprimer la colère avec des phrases vides. C'est un exercice de brutale honnêteté, un acte de désarmement interne. Lorsque tu prends le temps de voir ta propre réaction en temps réel, tu commences à remarquer les rouages mentaux qui se mettent en marche. L'urgence d'avoir raison, le désir d'être validé, la vieille blessure de ne pas se sentir à la hauteur qui crie pour protection. C'est là que la plupart échouent, car regarder de front ces mécanismes demande plus de courage que n'importe quelle réponse en colère. Il ne suffit pas de ne pas réagir. Il s'agit de te poser sérieusement la question: quelle partie de moi demande à sortir se battre? Quelle peur ou histoire personnelle s'active lorsque quelqu'un me confronte? Celui qui observe sans excuse se rend compte que souvent, la fureur n'est qu'un déguisement pour masquer une insécurité plus profonde. La pause consciente, ce bref instant de lucidité avant de répondre, est la première preuve de pouvoir réel sur soi-même. Il ne s'agit pas de froideur, ni d'indifférence, ni de devenir de pierre. Il s'agit de voir la réaction surgir, de sentir la tension, et pourtant de décider de ne pas agir guidé par l'impulsion. C'est une forme de respect de soi, de ne pas offrir ton énergie au premier provocateur qui apparaît. Dans ce petit intervalle, tu peux démonter l'histoire automatique que ton esprit fabrique. On m'attaque, on veut me rabaisser, si je me tais, je suis faible. L'esprit est expert dans la construction de récits qui justifient le désordre, mais l'observation consciente les met à jour. Tu n'es pas l'esclave de tes premières pensées, tu as le droit et la responsabilité de choisir quelle histoire tu vas nourrir. Le stoïcisme n'est pas de nier l'émotion, mais d'apprendre à l'utiliser comme information. Si quelque chose te met en colère, demande-toi quelle valeur est touchée, quelle attente n'est pas satisfaite, quelle partie de ton identité se sent menacée. Cette auto-exploration, inconfortable mais nécessaire, est le véritable travail intérieur. Ce n'est pas facile. Ce qui est facile, c'est de se laisser emporter par l'impulsion et ensuite de se justifier avec des excuses faciles. Mais ainsi, tu ne fais que renforcer la chaîne de réactivité. L'observation consciente est inconfortable, car elle t'oblige à cesser de blâmer l'autre et à regarder ton propre reflet sans anesthésie. Personne n'a dit que ce serait simple, mais c'est là que se trouve la différence entre vivre comme un animal dressé à mordre et vivre comme un être humain qui exerce sa souveraineté émotionnelle. La clé réside dans l'espace que tu te donnes pour observer avant de répondre. Cet espace est liberté. La réaction est esclavage, l'observation est pouvoir. Celui qui n'apprend pas à s'observer devient l'otage de ses automatismes. Mais celui qui s'arrête, même quelques secondes, commence à voir le mécanisme caché derrière chaque impulsion. Et quand tu vois le mécanisme, tu peux décider de continuer à l'alimenter ou de rompre le cycle. Tout ne mérite pas une réaction, tout n'est pas une menace. L'espace entre l'impulsion et l'action t'appartient. Le calme ne se hérite pas, il se construit. C'est le secret qu'on ne t'a jamais appris. La véritable force ne réside pas dans le fait d'avoir le dernier mot, mais dans le savoir quand il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Observe avant de répondre. C'est là que commence la véritable liberté. 3. Ne donne pas de pouvoir à l'extérieur. Je confesse que j'ai passé la moitié de ma vie à donner du pouvoir à l'extérieur, comme si la valeur de ma journée dépendait des mots des autres, des regards ou des résultats que je ne maîtrise même pas. Je me suis surpris à mesurer ma paix en fonction de ce que les autres font, disent ou ne disent pas. Le problème, c'est que lorsque tu t'habitues à interpréter chaque événement comme une évaluation de ta personne, tu finis par hypothéquer ta stabilité à des facteurs qui échappent à ton contrôle. Si quelqu'un t'ignore, tu te sens moins. Si on te critique, ça te brûle à l'intérieur. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ton moral vacille.
Tu te retrouves piégé dans un circuit qui se répète. L'extérieur agit, tu encaisses le coup, tu réagis et tu justifies le désordre comme s'il n'y avait pas d'alternative. Mais il y en a. La première distorsion naît de la croyance que les autres détiennent la clé de tes émotions. C'est le mécanisme le plus insidieux. Déléguer ton équilibre à des variables instables. Le monde ne tournera jamais selon tes attentes. Attendre que la vie se comporte bien pour te sentir bien est une erreur de calcul fondamentale. Si ta paix dépend du fait que personne ne te provoque, que tout le monde te reconnaisse, que les choses se passent toujours comme tu le souhaites, tu vas vivre en état d'alerte, toujours exposé, toujours en quête de validation. Le résultat est prévisible, une montagne russe émotionnelle où la moindre oscillation externe suffit à te secouer. Ce que tu laisses à l'extérieur devient un levier pour influencer tes états internes, et là, tu perds ta souveraineté. Le point critique suivant est la personnalisation. C'est le filtre mental qui transforme chaque geste ou mot d'autrui en une offense dirigée vers ton centre même. Ici, l'esprit joue sale, il interprète, déforme, amplifie. Il te fait porter des irritations qui ne t'appartiennent même pas. Nous avons tous l'habitude de supposer que les actions des autres sont des jugements sur nous. Mais la plupart du temps, ce que dit l'autre en dit plus sur son monde que sur le tien. Lorsque tu cèdes à la tentation de répondre immédiatement, de défendre ta position, d'entrer dans le jeu des autres, tu abandonnes en réalité ta position centrale. L'extérieur ne peut te blesser que si tu lui ouvres la porte. C'est l'une des phrases que tu devrais graver dans ta mémoire. Le plus pervers de ce mécanisme, c'est qu'il devient addictif. Plus tu réagis, plus tu renforces la croyance que l'extérieur compte trop. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage de circonstances que tu ne pourras jamais contrôler. Le stoïcisme te demande de couper ce cycle. Pas avec indifférence, mais avec conscience. Ce n'est pas se fermer au monde, mais séparer ce qui t'affecte de ce qui se passe simplement. Le premier exercice est celui-ci. Chaque fois que tu ressens de la tension, demande-toi si ce qui se passe dépend vraiment de toi. Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, décide depuis ton centre et non depuis le reflet. Le pouvoir commence lorsque tu te reconnais comme le dernier responsable de ton état intérieur. Tu n'es pas la marionnette de ce qui t'entoure. Cette phrase résume tout le défi. La décision est inconfortable car elle implique de perdre les excuses. Tu ne pourras plus blâmer les autres pour ton malaise. Tu devras regarder le poids que tu portes et choisir si tu continues à le porter. Personne ne viendra te rendre le contrôle que tu as donné. Le récupérer est un acte quotidien de vigilance et de courage. Chaque fois que tu décides de ne pas réagir à l'extérieur, chaque fois que tu choisis de ne pas personnaliser ce qui n'est pas à toi, tu renforces un muscle que personne ne peut entraîner à ta place. L'extérieur fera ce qu'il doit faire. Le monde ne va pas s'arrêter pour ne pas te déranger. Mais si tu ne donnes pas de pouvoir, si tu ne te vends pas au meilleur enchérisseur émotionnel, tu découvres que le calme est possible même au milieu du bruit. La paix ne dépend pas de ce qui se passe dehors, mais de ce que tu choisis à l'intérieur. C'est la véritable indépendance émotionnelle. 4. Utilisez le silence comme une force. Il y a des moments où toute la pièce se remplit d'une électricité dense, comme si l'air lui-même était une membrane tendue sur le point de se déchirer par un mot de trop. On voit les regards échangés, les poings serrés sous la table, le geste crispé de celui qui retient quelque chose qui exige de sortir. Dans ce tableau figé, le silence n'est pas absence, c'est une force palpable, presque physique, qui s'installe entre les personnes comme un mur invisible. Tous attendent l'explosion, la réponse aiguë, la décharge qui rompra la tension et rétablira l'équilibre précaire. Mais cela n'arrive pas. Quelqu'un décide de ne pas entrer dans le jeu. Ce moment, lorsque vous choisissez de ne pas répondre, est un acte de pouvoir que peu reconnaissent et presque personne ne respecte jusqu'à ce qu'ils le voient en action. Car le silence, utilisé avec conscience, n'est pas vide. C'est une barricade, une déclaration d'autonomie émotionnelle.
Le geste de rester silencieux alors que tout le corps exige une réaction est une rébellion contre la facilité, un muscle qui se tord dans la direction opposée à l'entraînement social. Le silence bien utilisé ne signifie pas soumission ni défaite, mais l'affirmation que tout ne mérite pas votre énergie, que vous n'êtes pas une machine programmée pour tirer des réponses au premier impact. Au lieu de vous fragmenter, vous profitez de cet instant pour regarder en face ce qui se passe en vous et chez l'autre. Vous voyez le tremblement dans la voix de l'autre, l'urgence dans ses gestes, le besoin de validation qui se cache parfois derrière les attaques les plus féroces. Vous laissez le silence travailler, rendre visible ce qui passe normalement inaperçu dans le brouhaha des justifications et des reproches. Le silence révèle plus que n'importe quel cri. C'est inconfortable, bien sûr. Il y a un inconfort physique à garder la bouche fermée quand vous sentez que le sang monte, que la réponse se forme d'elle-même dans la gorge. Le pouls s'accélère, la mâchoire se tend, les mains cherchent quelque chose à serrer. Mais là, dans cet inconfort, se trouve le véritable terrain d'entraînement. Choisir le silence, c'est vous donner le temps de lire le mécanisme mental qui s'active. La vieille habitude de vous défendre, de ne pas paraître faible, de prouver que vous avez raison. En ne cédant pas à l'impulsion, vous laissez la pression interne monter juste pour vérifier qu'elle ne vous détruit pas. Vous découvrez que vous pouvez habiter cet espace sans vous effondrer. Que le monde ne s'arrête pas parce que vous ne répondez pas immédiatement. Le silence est la pause qui protège votre dignité. Peu de choses déstabilisent autant celui qui cherche à vous provoquer que le fait de ne pas obtenir la réaction attendue. L'insulte qui ne rebondit pas, la critique qui n'enflamme pas, la provocation qui ne trouve qu'un regard calme et un silence dense. C'est une force construite à la sueur, un mur qui ne se dresse pas pour vous isoler, mais pour préserver votre paix au milieu de l'assaut quotidien. Le silence bien utilisé n'est pas indifférence, c'est présence consciente. Vous choisissez de ne pas gaspiller des mots sur ce qui n'apporte rien, de ne pas offrir votre attention à celui qui cherche seulement de quoi nourrir son propre malaise. C'est un filtre qui sépare l'essentiel du superflu, un outil pour ne garder que ce qui compte. Tout ne nécessite pas de réponse. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Il y a une force incommensurable à savoir quand se mordre la langue, quand laisser l'air se calmer et que la tension elle-même s'effondre par manque de combustible. Le silence, loin d'être vide, est la stratégie de celui qui se connaît et se respecte. Ce n'est pas facile, ni confortable, ni populaire. Mais c'est souvent la seule façon de montrer que votre centre n'est pas à vendre. Utilisez le silence comme une force. Là réside le véritable pouvoir de celui qui n'a besoin de prouver rien. 5. Dépersonnalise les offenses des autres. Tu n'es pas le centre de l'univers émotionnel des autres. C'est aussi simple que ça. Le poison que les autres déversent parle de leur propre déséquilibre, pas du tien. Mais si tu avales chaque commentaire comme une attaque dirigée, si tu mâches chaque critique comme si c'était un jugement définitif sur ta personne, alors tu deviens le prisonnier volontaire des misères des autres. C'est brutal, mais il faut le dire. La plupart des gens sont tellement piégés dans leur propre malaise, tellement consumés par leurs propres batailles internes, qu'ils ne pensent même pas vraiment à toi lorsqu'ils lancent leurs offenses. Tu le prends personnellement parce que cela t'arrange. C'est l'excuse parfaite pour réagir, pour libérer ta colère et justifier ta perte de contrôle. Mais c'est là le piège. L'ego veut être au centre de l'attention. Il veut être la victime principale de chaque offense, même si cela n'a rien à voir avec toi. Si tu ne dépersonnalises pas, tu traînes ta vie à ramasser des ordures émotionnelles qui ne t'appartiennent pas. L'entraînement stoïque est implacable avec cette auto-illusion. Il n'y a pas de place pour la compassion de soi bon marché, ni pour le victimisme déguisé en dignité. Chaque fois que tu permets à un mot d'un autre de s'installer dans ton esprit comme une vérité, tu valides le pouvoir de l'autre sur ton état intérieur. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de la faiblesse sans déguisement. Celui qui prend tout personnellement vit dans un état d'alerte chronique, toujours à la recherche de signes d'attaque, toujours prêt à bondir. Le résultat est évident,
Une vie minée par le ressentiment et l'épuisement, où la moindre friction devient un motif de perte de paix. C'est une condamnation auto-imposée, une chaîne que tu te mets toi-même autour du cou. Dépersonnaliser ne signifie pas que rien ne t'affecte, cela signifie que tu filtres avec rigueur. Le filtre est simple. Ce que l'autre dit a-t-il un fondement réel ou n'est-ce que le reflet de sa propre frustration ? 9 fois sur 10, la réponse est évidente, mais tu préfères l'ignorer parce que l'indignation te donne une identité momentanée, te fait sentir vivant même si c'est à base de poison. Assez d'excuses. Tu n'as pas l'obligation de porter les projections des autres, ni de t'intoxiquer avec les carences émotionnelles de quiconque. Chaque fois que tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu coupes la chaîne de l'automatisme. Ne ramasse pas les ordures que les autres jettent. Cette phrase devrait être tatouée dans la conscience de quiconque aspire à la paix. L'erreur la plus